De retour à Montpellier pour cette nouvelle table ronde, les proximités urbaines et territoriales comme levier de transformation ici et maintenant. Et nous sommes maintenant ici avec Guillaume Dujon. Vous êtes architecte urbaniste chez Architectes Singuliers. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et nous sommes également en direct avec vous, Catherine Gall. Vous êtes directrice exécutive de la chaire ETI. Première question avec vous, Catherine Gall, depuis Paris, me semble-t-il. L'autonomie des usagers, l'urbanisme de proximité, les liens sociaux, les commerces de proximité, est-ce que c'est pas ça l'enjeu pour le quartier de demain? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je Nous vous suis ravie entendons. d'être dans cette table ronde et je suis admirative, impressionnée et aussi reconnaissante qu'on ait le temps en fait de discuter sous tous ces angles de ce sujet qui nous intéresse. Je travaille avec Carlos Moreno et donc pouvoir avoir la chance de regarder l'urbanisme de proximité à travers la parole des élus, des urbanistes, des architectes et aussi de nos travaux, c'est vraiment extrêmement intéressant. Ça nous donne l'occasion donc de faire le tour de ce sujet qui est un sujet complexe puisqu'effectivement, il met en relation différentes thématiques et il met en relation différents acteurs. Le commerce de proximité, Carlos en a parlé, ça a été évoqué précédemment par les autres personnes des différentes tables rondes. Évidemment que le lien avec ces courses de proximité, mais également les déplacements domicile-travail, sont les deux déplacements qui génèrent le plus d'émissions de CO2 et qui génèrent aussi le plus de trafic en ville. Donc, regarder de quelle manière les gens se déplacent et leur proposer des alternatives, ça fait partie des missions qu'on a à la chaire Entrepreneuriat, Territoire et Innovation. On est passé de travaux qui étaient destinés à démontrer l'intérêt de la proximité dans ses dimensions un peu techniques, urbanistiques ou architecturales. Donc, on travaille avec un outil cartographique, Carlos en a parlé, mais pour pouvoir transformer les comportements, on a parlé d'économie comportementale, on a parlé de toutes ces transformations à travers les nudges notamment. Il faut que le citoyen, les habitants, tous les gens qui sont dans les quartiers, puisque le quartier, c'est l'échelle de transformation, aient envie de changer les choses et aient envie aussi de se mettre ensemble pour finalement discuter, ça a été évoqué aussi, de sujets qui sont assez personnels et individuels. Mais la seule façon de partager des ressources communes, c'est de comprendre comment chacun va les utiliser et va en avoir besoin. Donc, dans nos travaux, à côté d'une approche cartographique, urbanistique pour identifier les équipements à travers les fonctions sociales, on a aussi développé des outils un peu dans le prolongement de ce qui vient d'être dit dans la table précédente pour inciter les habitants, les participants, les citoyens, les riverains à dire comment ils vivent et donc à leur faire travailler sur leur routine, leurs activités et notamment le commerce, mais bien d'autres aussi. Et c'est en prenant conscience de la manière dont les gens interagissent en ville, ensemble, qu'on va pouvoir leur proposer de créer cette boulangerie qui était évoquée précédemment, ou mutualiser des prestations de services dans une maison de santé, ou d'ouvrir plus largement les horaires d'une piscine municipale parce qu'il faut que les gens aient le temps de venir nager avant le travail ou après le travail. Donc de repenser les modalités d'accès et la manière de mieux partager ces ressources qui sont dans le bien commun, qui sont donc en commun. Merci pour cette introduction. On va revenir avec vous dans quelques instants sur les échelles de transformation, mais je voudrais donner la parole à l'architecte urbaniste, qui est avec nous, Monsieur Dujon. Vous parlez, en préparant cette intervention, du développement de projets au sein du think tank Impact Tank, dont vous êtes partenaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il retourne et en quoi ça a à voir avec cette proximité qui est pour vous essentielle aujourd'hui dans la transformation écologique? Oui, bien sûr. Avant toute chose, ce que je voudrais vous dire, c'est que en tant que citoyen très intéressé à vivre une vie épanouie dans la ville du quart d'heure, en tant qu'architecte et urbaniste impliqué à donner des moyens concrets pour y parvenir, évidemment, le sujet du territoire me paraît extrêmement pertinent pour être dans une réalité
et une méticulosité, une compréhension des partenaires, de ce paramètre social qui est si important et qui, dans le cadre du développement durable, eh bien, parfois, on ne peut pas dire est mis de côté, mais néanmoins est un petit peu moins considéré que la problématique environnementale. En ce sens, les territoires, je ne peux que louer l'initiative de longue date de la Tribune de permettre à chaque territoire de s'exprimer et d'agiter les consciences, de nous permettre de renverser la table, peut-être un peu moins brutalement que l'instant d'avant. En tout cas, de créer une émulation forte autour de toutes les problématiques qui sont extrêmement entremêlées. Au sujet de l'impactant, nous avons le plaisir de travailler effectivement sur une réflexion autour de l'urbanisme inclusif qui devrait aboutir à une proposition de référentiel afin de diriger l'ensemble des initiatives de manière plus favorable sur cette thématique-là. Comme je le disais, la problématique sociale est pas toujours bien cernée, bien abordée dans les projets, parce que l'urgence, elle est climatique, donc on se dit que c'est l'environnement. Mais pour y parvenir, eh bien, en fait, il faut des femmes et des hommes, à la fois pour nous montrer le chemin, tel que la chaire ETI le fait et le développe, des personnes pour accompagner le mouvement et donc des professionnels de la construction, architectes, urbanistes, promoteurs également. Et j'y tiens particulièrement, puisque c'est ce que nous développons dans les projets, l'idée que nous sommes finalement, en tant qu'architectes et urbanistes, de simples vecteurs et finalement nous sommes là pour semer des graines pour que ensuite les projets soient appropriés par les habitants, que nous définissions les conditions favorables à l'émergence de ces projets et qu'ensuite pour que ça devienne, ça s'inscrive dans une pérennité, eh bien ce soit les habitants qui soient au cœur de l'initiative. Oui, parce qu'en préparant cette intervention, vous m'indiquiez, chez Architectes Singuliers, notre plus grande fierté, c'est quand nous voyons les citoyens s'approprier les transformations, les programmes que vous initiez. Bien sûr. Donc, nous avons la chance de travailler à la fois dans des consultations qui sont c'est à la fois challenging, ça fait intervenir eh bien, en fait, des partenaires, donc avec des collectivités qui sont extrêmement exigeantes, qui sont très matures sur ces sujets-là. Donc, forcément, sur ces projets, on arrive à travailler sur des espaces partagés. C'est même éventuellement même en fait la commande initiale. Et si c'est pas le cas, on est obligé en fait d'aller collectivement en fait dans cette direction. Là où c'est un petit peu plus difficile, c'est lorsqu'on travaille sur des territoires qui sont un peu plus excentrés, là où finalement les conditions ne sont pas forcément réunies pour être dans l'hyper proximité et où il faut se creuser la tête. Il faut avoir le courage collectivement de travailler sur tantôt des jardins partagés, tantôt des locaux qui sont non seulement à l'usage des habitants du projet, mais également qui ont la capacité d'être donnés en partage à l'ensemble du quartier pour créer une sorte de chapelet d'aménités qui reconstituera ensuite la sensation en fait de proximité. On va revenir sur ces lieux de sociabilisation qui sont pour vous essentiels. Je voudrais revenir avec vous, Madame Gall, sur cette nécessité de revoir les échelles de transformation, ou en tous les cas de les aborder d'une façon différente. Vous êtes impliqué au sein de la Chéroterie sur ces petits pas qu'on peut faire maintenant et au quotidien, petit à petit. Cette planification, vous y êtes attaché. Tout à fait, oui. C'est exactement le prolongement de ce que vous disiez. Il y a une distorsion temporelle. Il faudrait agir ici et maintenant, sachant qu'il faut du temps pour avoir le retour sur les projets et voir réellement un impact. Madame Manzoni parlait du quartier des Vergers à Genève. Ça fait 15 ans que le quartier a été créé. On est aujourd'hui en capacité de voir les bénéfices et de pouvoir répondre à tous ceux qui cherchent des impacts très quantifiés. Mais il y a un cercle vertueux à être dans l'expérience et à montrer par l'expérience que les choses marchent, même si on n'est pas toujours capable d'identifier immédiatement la catégorie d'impact ou l'indicateur. Et ces petits pas, ils doivent être faits au niveau individuel dans les quartiers, parce que le quartier, ça va être le levier qui va permettre ensuite, en maillant les quartiers, puisque la notion de proximité permet d'imaginer une ville qui a plusieurs centres, mais ces centres doivent être connectés, c'est-à-dire que
pour avoir la liberté de choix, puisque c'est au cœur de ce projet, de pouvoir donner aux gens le choix d'aller dans la salle de cinéma qui leur plaît, aller dans le parc qui leur plaît, la salle de sport, l'hôpital, etc. Il faut pouvoir avoir ces architectures et ces organisations territoriales qui les proposent. Donc ces petits pas, c'est tout simplement déjà commencer à partager ensemble à l'échelle de sa rue, de son quartier, ce qu'on voit dans beaucoup de projets, la façon dont on vit, donc la façon dont on va faire ses courses, on dépose ses enfants à l'école, on fait du sport, d'ouvrir cet espace de dialogue. On a créé des outils pour ça. On a imaginé un dispositif inspiré des fresques du climat, de l'alimentation, du numérique, etc., qu'on appelle la fresque des proximités. Et à travers ces ateliers, on permet aux gens de partager soit leur propre routine et rituels, soit de travailler sur des personas, puisque Carlos en a rapidement parlé, la ville du quart d'heure, c'est pas la ville du quart d'heure générique, c'est la ville du quart d'heure d'une maman qui a des enfants en bas âge et qui les élève seule, d'un couple de personnes âgées, d'une personne qui aurait des difficultés de mobilité. Donc, c'est tous ces gens-là qui doivent se retrouver dans une proximité qui soit acceptable et qui soit aussi désirable. Parce qu'il ne faut pas... C'est pas un renoncement, la proximité. Au contraire, c'est vraiment un levier sur la liberté. Donc, travailler ensemble à l'échelle de son quartier, on le fait avec les partenaires de la Chaire, puisque la Chaire est un espace dans lequel on retrouve des villes, des régions, dont la région Occitanie, qui est notre partenaire, mais également des entreprises privées qui vont pouvoir donc réfléchir à leur propre proposition de valeur dans une nouvelle vision territoriale. C'est comme un nouveau narratif, finalement, la proximité. C'est se dire, à partir du moment où maintenant on a pris conscience avec la pandémie en France que le travail notamment pouvait se penser autrement que dans une présence 5 jours sur site, mais dans une alternance avec de l'hybridation, un peu chez soi, un peu dans un espace de coworking, un peu ailleurs, bah déjà là, on désature les transports. Ce qui ouvre d'ailleurs un autre champ de problèmes, parce qu'on voit qu'il y a des pics dans les transports les jours où les gens sont sur site et les autres jours un peu moins. Mais enfin bon, ça commence par là. Ça commence aussi par se dire que peut-on mutualiser. Dans nos ateliers, on propose aux gens en fait 3 leviers pour imaginer des nouvelles routines, nouveaux comportements. C'est vraiment revoir sa stratégie de mobilité en imaginant comment migrer vers des modes décarbonés, en particulier la mobilité active avec la marche ou le vélo, sachant que les vélos électriques maintenant nous permettent de nous transporter quand il n'y a pas trop de dénivelé sur des distances qui sont assez longues. Ensuite, c'est que peut-on mutualiser? Est-ce qu'on peut faire du covoiturage? Est-ce qu'on peut partager des trajets? Est-ce qu'on peut mutualiser des espaces pour concentrer des usages? Et puis vraiment aussi utiliser les outils digitaux pour voir ce qu'on peut faire à distance. Donc tous ces petits pas, en s'assemblant, ils permettent de démarrer un nouveau mode d'organisation, une nouvelle façon de vivre sa vie, et donc aussi de pouvoir irriguer et transformer d'autres voisins, d'autres amis qui sont dans ce système interrelié. Merci pour cette intervention, Catherine Gall. Je vous redonne la parole sur les moyens que vous souhaitez également mettre en œuvre pour améliorer la situation et les problématiques qu'on peut rencontrer. Alors ils sont multiples et comme le disait Catherine, on ne peut pas avoir des solutions qui soient génériques. On est vraiment dans une démarche où il y a une humilité, une compréhension à développer par rapport au projet. Et je pense que les réponses, elles doivent être multiples, combinées, hybrides. Par exemple, un écueil pourrait être de se dire que les nouvelles technologies vont nous rapprocher virtuellement. Eh bien en fait, pas totalement, parce que si c'est envisagé comme un moyen et non comme une finalité, c'est satisfaisant. En revanche, Codemos. oui, on constate bien que le travers de ces technologies, c'est que il y avait des cinémas, on y va un petit peu moins parce que on regarde Netflix et ainsi de suite. Donc je jette pas l'opprobre sur cela, mais il faut être en capacité de tirer le meilleur profit de ces éléments-là. La proximité, alors ça fonctionnait très bien dans les années 80. Le bibliobus, on avait ça. Moi, quand j'ai connu ça quand j'étais enfant. Nous l'avons connu tous les deux. Vous l'avez connu. Et ben, moi, je pensais naïvement que c'était bien sympa parce que j'étais nostalgique. Et en fait, ce que j'ai pu lire, c'est que l'utilisation a un petit peu décru parce que ce que je constate, c'est que la femme et l'homme moderne ont besoin de se rencontrer dans des lieux. C'est pas pour rien qu'on a créé des noms tels que le forum, l'agora, le carreau. Pour symboliser cette réunion, on a besoin de se retrouver dans des espaces physiques. On a besoin de cette convivialité et de partager de l'art de vivre.
partager cet art de vivre et cette mixité, ville de proximité, mais pas seulement planifiée. On a besoin de ces lieux de rencontre. Catherine Gall, je vous redonne la parole avant de conclure cette table ronde. Vous avez le souci de créer dans cette ville du quart d'heure, dans ce territoire de 30 minutes, ces lieux de convivialité. C'est essentiel pour réussir cette transformation. Tout à fait. Je ne me souviens plus si finalement dans ce forum vous allez diffuser certains des documentaires qu'on encourage dans le monde entier, puisque la transformation, la prise de conscience, les nudges qui étaient évoqués précédemment, ça passe par l'émotion. On ne convainc pas les gens en leur disant il va falloir densifier, concentrer et parler des infrastructures. Par contre, on les séduit, on les accueille en leur disant voilà des exemples d'initiatives citoyennes qui sont vraiment intéressantes, qui sont très low-tech aussi, parce que très souvent, c'est fait dans un souci total de sobriété et d'autosuffisance. Et donc, Carlos, depuis de nombreuses années, soutient une association qui s'appelle Megacities Short Docs, qui encourage des réalisateurs dans le monde entier. Alors, au départ, c'était les très, très grandes villes. Plus ça va, plus on ouvre à toutes les villes, finalement. Et chaque année, le prix va être remis dans une quinzaine de jours à Paris. Dunkerque. Exactement. On reçoit donc ces propositions d'innovation sociale de quartiers, de citoyens, d'écoles qui font des choses pour créer ces lieux qui sont indispensables aujourd'hui parce que on est par essence des animaux sociaux et donc on a besoin d'être ensemble et d'échanger, d'être dans l'inattendu, le non prévu. Parce que si tout est prévu comme ça l'est avec les réunions par Zoom, ben voilà, on passe à côté, je pense, de pas mal de choses. Eh bien, nous espérons vous retrouver très rapidement et pouvoir vous prendre dans nos bras. À très bientôt, Catherine Gall. Je laisse la parole à Merci. Guillaume Dujon pour clôturer cette table ronde. Merci à vous, Catherine Gall. Quelques mots pour aussi remarquer que la sensation de proximité, elle n'est pas que, elle ne relève pas que d'un paramètre physique, c'est aussi très perceptif. Et si on se retourne, en fait, en regardant le paysage urbain de Montpellier, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une grande variété. Quand on se balade dans ce paysage qui, pour le coup, en fait, est peu marqué par la topographie dans la ville de Montpellier, eh bien, les bâtiments plus hauts, plus bas, les folies qui ont été remis à l'ordre du jour, nous permettent d'avoir une sorte d'équilibre et de se sentir partie prenante d'un ensemble et donc proche de certains points plus loin. Et c'est aussi extrêmement important d'y réfléchir. Pour rappel, 13 folies, il y a encore un appel à projet. N'hésitez pas si vous êtes architecte urbaniste. Il y a eu près de 65 dossiers qui ont été déposés pour les 5 premières folies. On attend vos candidatures. Merci à tous de nous avoir suivis.